Construire des arguments impossibles à ignorer, l'argumentation en rhétorique. Aujourd'hui, on va voir les types de raisonnement, c'est-à-dire la manière la plus efficace, concrète et possible, sans trop d'exercice, de réussir à convaincre, persuader n'importe qui, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Donc nous avons vu l'exorde et la narration. La semaine dernière, nous avons vu les fondements de la persuasion. Aujourd'hui, on traite le troisième mouvement de la confirmation, c'est-à-dire que l'exorde nous a permis de capter l'attention, capter l'intérêt, capter la bienveillance. Nous sommes donc entendus, écoutés, compris. La narration a posé le cadre, de sorte à ce que nous puissions définir, éclaircir, orienter l'objet du discours. Et la confirmation vient confirmer le cadre que nous avons posé. Et c'est la partie la plus difficile, puisque c'est celle qui recèle des arguments. Ce que nous abordons aujourd'hui, ce n'est pas les arguments en entier, ce sont les raisonnements au sein des arguments. Il y a trois familles de raisonnements, la déduction, l'induction et le questionnement itératif. Donc un argument, tout d'abord, c'est une croyance, c'est une règle générale, c'est un axiome, c'est une pensée, c'est ce qui est admis de tous, ou en tout cas admissible de tous. Ensuite, c'est un fait. Un fait, c'est simplement un élément, une affirmation qui vient décrire le réel, qui est considéré comme vrai. Elle n'est pas vraisemblable en tant que telle. L'affirmation du fait doit être prouvée, raison pour laquelle nous avons juste après la preuve. Tout ça amène à une conclusion qui est notre thèse, ce que nous voulons prouver. Alors en vérité, en logique, une conclusion, c'est ce qui découle de la croyance, du fait, de la preuve. Mais ici, la conclusion, c'est ce que nous voulons apporter. On ne va pas apporter des conclusions qui ne nous servent pas. Pas forcément la première, mais c'est une des grandes distinctions entre la dialectique, la logique, qui sont pour chercher la vérité, pour faire des raisonnements scientifiques, et la rhétorique, qui est là pour convaincre et persuader. Nous avions vu également la semaine dernière les prémices cachées. Ça, c'est un argument. Il a grandi ici, donc il comprend nos problèmes. C'est une affirmation qu'on pourrait entendre dans beaucoup de débats. On pose la question de pourquoi cette personne se permet de représenter tel quartier et on nous rétorque « il a grandi ici, donc il comprend nos problèmes ». Cet argument est incomplet. Il a ce qu'on appelle une prémisse cachée, qu'on verra en détail dans le prochain cours de la réfutation. Mais c'est déjà important de le comprendre pour se rendre compte que tous les arguments que l'on fait sont des déductions, des antimèmes, ont toujours trois parties. Il a grandi ici, donc il comprend nos problèmes, suppose que ceux qui vivent quelque part en comprennent mieux les problèmes. Elle n'est pas dite, non seulement parce qu'elle est longue, ensuite parce qu'elle est complexe, et enfin parce qu'elle est tellement internalisée qu'elle coule de source. Et pourtant, si on l'énonce, l'argument paraît moins fort. Ce n'est pas le simple fait de vivre à Genève qui nous permet de comprendre tous les problèmes de Genève. Ce n'est pas le simple fait d'habiter au Vernet qui nous permet de comprendre tous les problèmes des Vernets. Un homme qui habite au Vernet ne comprendra pas forcément les problèmes des femmes qui habitent au Vernet. Un riche ne comprendra pas forcément les problèmes du quartier dans lequel il est si on s'en réfère aux pauvres. Quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de bête, etc., etc., etc. Ça s'appelle une prémisse cachée. Dans chaque argument que chacun fait, il y a presque toujours une prémisse cachée. Un raisonnement, c'est toujours trois parties. Pourquoi ? Parce que c'est l'association de deux affirmations qui permet une conclusion. Parfois, on tait la conclusion. Ceux qui ont vécu quelque part comprennent mieux les problèmes de cet endroit, il a grandi ici. La conclusion coule de source. Parfois, on cache le fait, la prémisse mineure. Ceux qui ont vécu quelque part comprennent mieux les problèmes de cet endroit, donc il comprend nos problèmes. Ça coule de source qu'il a grandi ici. Mais généralement, c'est la prémisse majeure, la croyance, la règle générale qui est laissée implicite. Conclusion sur la leçon précédente, un fait repose toujours sur une croyance, une règle générale, dans laquelle il s'imbrique. Parce que le fait entre dans la croyance et nous permet d'en tirer une conclusion. La croyance, c'est la règle, la coutume, la loi, la doctrine, les mœurs, la morale, c'est ce qui est admis, c'est ce qui est général et abstrait. Donc aujourd'hui, nous allons voir trois familles de raisonnement. La déduction, qui va du général au précis, qui part de la croyance et qui arrive à une conclusion. L'induction, qui part de plusieurs faits, de plusieurs situations précises pour arriver à une conclusion
général, et le questionnement itératif qui est un de mes préférés, peut-être le plus simple à apprendre mais qu'on verra en dernier, parce que vous serez fatigué à la fin de ces 2 heures. C'est un raisonnement qui tourne autour de lui-même, qui va du fait à la croyance, à un autre fait, à une croyance. La déduction est l'opération logique qui consiste à tirer une conséquence nécessaire à partir de prémices, de règles admises ou d'une loi générale. En d'autres termes, on part d'une croyance, on donne un fait et on en tire une conclusion. Ceci est un frigo. Jusque-là, pas de problème. Ceci est un frigo magnifiquement bien dessiné par moi. Ceci est un frigo ouvert. Ceci est un frigo ouvert qui contient des choses. Ceci est un yaourt. Voilà, yaourt. Ceci est un frigo contenant un yaourt. Si je dis tout ce qui est dans ce frigo est périmé, c'est une règle, j'ai affirmé une règle générale. Et si je dis ce yaourt est dans ce frigo, la conclusion logique, c'est que ce yaourt est périmé. Ça, c'est une déduction, c'est le raisonnement logique. On part d'une croyance, qui est ici une règle, on part d'un fait, le yaourt est dans le frigo, et on en tire une conclusion. Tout ce qui est dans ce frigo est périmé, un yaourt est dans ce frigo, ce yaourt est périmé. Je vous conseille de ne pas noter ça, il faudra le relire après la séance, mais je suis quand même obligé de le traiter. Ce n'est pas la place sémantique des termes dans les différentes propositions qui importe. Je pourrais dire tout ce qui est dans ce frigo est périmé ou est périmé tout ce qui est dans ce frigo, périme est dans tout ce frigo, on s'en fout. L'important, c'est prédicat et sujet. Un sujet d'une phrase, c'est assez simple, c'est le sujet d'une phrase. Le prédicat, c'est ce qui est dit à propos du sujet. Les chiens aboient, les chiens, c'est le sujet, aboient, c'est le prédicat. C'est ce qui est dit à propos du sujet de la phrase. Bon, le terme majeur, périmé, c'est le prédicat de la conclusion. Ce yaourt est périmé, j'affirme quelque chose à partir du yaourt. Le terme mineur, sujet de la conclusion et sujet de la mineure. Et ce qui est important ici, c'est qu'il y a un terme moyen. Et ce terme moyen, il disparaît dans la conclusion. S'il ne disparaît pas dans la conclusion, vous êtes face à une erreur logique. Et donc le raisonnement est faux, il est fallacieux, il est simplement faux. Quand bien même la conclusion est juste, le raisonnement est faux. Et périmer tout ce qui est dans ce frigo, périmer, ça pourrait être aussi un micro-ondes. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais on dit dans ce frigo. Et le yaourt est dans ce frigo. Donc le yaourt est périmé. Une prémisse, elle a toujours 2 termes. La prémisse majeure, elle a le terme majeur et le terme moyen. La prémisse mineure, elle a le terme mineur et le terme moyen. Et la conclusion, elle a le terme majeur et le terme mineur. Donc on a A, on a C, et pour les rejoindre, on a B. Si A égale B et B égale C, A égale C. C'est pas plus bête que ça. Maintenant, on va revenir sur la partie orale, un peu plus pratique, un peu plus sympathique, les familles de déduction. Il y a 4 familles de déduction distinguées selon 2 critères. Réfutable, irréfutable, logique, illogique. Et réfutable, ce qui n'est pas juste en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. C'est pour ça qu'on disait que la vérité n'existe pas. C'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut être dit pour contrecarrer une vérité. Si ce n'est pas réfutable en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, donc c'est vrai partout, eh bien c'est irréfutable. 1 plus 1 égale 2. Logique et illogique, c'est l'ordre des termes. C'est pour ça qu'on les a vus. La première famille, c'est le syllogisme. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est irréfutable, tous les hommes sont effectivement mortels, il n'y a pas un seul homme qui n'est pas mouru.
Socrate est effectivement un homme, à moins qu'on se réfère à un chien, mais il faudrait avoir appelé un chien Socrate, ou bien un joueur de foot Socrates, mais ce n'est pas de lui qu'on parle ici, on parle bien de Socrate, l'orateur grec, donc Socrate est un homme. Naturellement, la conclusion est irréfutable, Socrate est mortel. Le sophisme est une déduction illogique et irréfutable. Ça veut dire que chaque prémisse est vraie en tant que telle. On pourrait objecter ici que tous les chiens n'ont pas quatre pattes, mais restons-en ici. Le sophisme est illogique. Qui ici arriverait à prouver où est le problème logique? Tous les chiens ont quatre pattes, les chats ont quatre pattes, donc les chats sont des chiens. On sait que c'est faux, mais où est l'erreur? Si on reprend nos couleurs, le terme majeur, quatre pattes, se retrouve dans la mineure. Donc en gros, ce qui était censé lier le rouge et le bleu, il n'est pas là. Là, le rouge n'a aucun rapport avec le bleu. En gros, génial. Donc, on a un premier rond. C'est quatre pattes. OK? Ensuite, on nous dit les chiens, tous les chiens ont quatre pattes. OK? Chien. Après, on nous dit les chats ont quatre pattes. Chat. Et après, on nous dit les chats sont des chiens. Mais il n'y a pas de lien ici entre les deux. Parce que les araignées amputées aussi ont quatre pattes. Les lézards ont quatre pattes. J'ai quatre pattes quand je suis à quatre pattes. Les bébés ont quatre pattes. Bref, il y a une infinité de quatre pattistes. Quadripèdes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des chiens. Si les chats appartenaient à ce rond-là, alors effectivement, ce seraient des chiens. Mais ce ne sont pas des chiens. Pourquoi notre définition du sophisme est différente de celle des dictionnaires? Parce que tous les dictionnaires nous expliquent que les sophismes sont des raisonnements faux, avancés pour induire autrui en erreur, pour le tromper. Et puis l'Académie française désigne parfois un raisonnement dont les prémices sont justes et qui est conforme aux règles logiques, mais dont la conclusion est manifestement absurde. Ça, c'est de l'émotionnel, c'est de la morale. Les mecs se sont posés devant la définition du sophisme, se sont dit faisons la définition méchante. Nous ne sommes pas contents contre les sophistes, parce que le sophisme vient des sophistes, qui étaient l'ennemi de Socrate, puis de Platon, puis de l'élève de Platon, qui était Aristote. Et Aristote, c'est celui qui a traité de la rhétorique en premier, ou en tout cas qui l'a défini largement. Et donc, quand il a créé son magnifique traité, la rhétorique, que je ne vous enjoins pas à lire puisqu'il est complexe et en même temps, il est extrêmement simple, il s'est dit, et si je donnais l'argument le pire, le nom de mes ennemis? C'est comme si, pour dire que quelqu'un est extrêmement moche, je disais c'est un yannicien. Et bien, c'est exactement ça. C'est de la haine pure. Et ça, pardonnez-moi le terme, enculer l'entièreté de l'historique de la rhétorique jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que notre définition est différente? Puisqu'on peut utiliser un syllogisme très honnête, logique, irréfutable pour tromper. La logique n'a rien à voir avec l'émotion ou l'attention. On peut dire 1 plus 1 égale 2, donc donne-moi tes chaussures. C'est pour tromper également. Ça ne veut pas dire que 1 plus 1 égale 2 est intrinsèquement en soi une intention de tromper. Et puis après, les dictionnairiens ont commencé à créer des mots pour essayer de définir d'autres choses. Le paralogisme, qui serait un syllogisme sans la volonté de tromper. Bref, vous oubliez toutes ces conneries. Qu'en est-il des sophismes couramment identifiés? Alors peut-être que vous les entendez. Sophisme de l'homme de paille.
vous faites une diversion, vous prenez mes propos, vous les détournez, vous les tournez en caricature et vous attaquez cette caricature. Bon, les sophismes couramment identifiés, ce ne sont pas des sophismes, ce sont des antimèmes, c'est-à-dire des arguments valides que nous allons utiliser. Simplement, ils ont une volonté délictueuse, vicieuse, trompeuse derrière. Ce sont plutôt des stratagèmes, des stratégies que de véritables arguments. On les verra dans la réfutation la semaine prochaine. On verra comment réfuter ce genre d'argument. Naturellement, s'il y a logique, illogique, réfutable, irréfutable, il y a illogique et le réfutable, celui, le pire argument possible. Tous les sportifs sont en bonne santé. Bon, déjà, qui sommes-nous pour dire que tous les sportifs sont en bonne santé? Qu'en est-il du dopage? Qu'en est-il des blessures? Qu'en est-il de la force, parfois, qui est faite sur leurs jambes, sur leur corps? Paul est en bonne santé. Bon, selon quels critères? Déjà, c'est qui Paul? Et pourquoi il serait en bonne santé? Ça veut dire quoi? Bonne santé mentale, bonne santé physique? On n'en sait rien. Donc, Paul est un sportif. Aucun rapport. Donc, non seulement chaque partie prise en tant que telle n'est pas vraie en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, mais en plus, ça n'a aucun sens. Et l'antimème, c'est celui que nous allons utiliser, c'est-à-dire celui qui est logique, mais réfutable. Faire ce qu'on veut, c'est être libre. César fait ce qu'il veut, donc César est libre. Bon, quelle est la définition de la liberté ici? Ça pourrait en être une autre. On pourrait dire que être libre, c'est pouvoir agir en droit, c'est pouvoir bouger, c'est pouvoir réfléchir. César fait ce qu'il veut. Selon quels critères? Est-ce que parfois il n'était pas imposé par une mission gouvernementale? Est-ce qu'il n'était pas attaqué par... Aucune idée. Mais César est libre si ces deux prémices sont acceptées. Mais dans les dictionnaires, vous pouvez voir également une autre définition de l'antimème. Défini comme un syllogisme avec une prémisse implicite, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure et la semaine dernière. Chaque antimème étant réfutable, il faut que la croyance sur laquelle il se base soit acceptée. Et certaines prémices, certaines croyances sont tellement logiques, tellement naturelles, qu'on ne les dit pas. Il a grandi ici, donc il comprend nos problèmes. La prémisse de celui qui habite ici comprend les problèmes, que celui qui habite quelque part comprend les problèmes des gens qui y habitent également, est naturelle et logique, donc on ne la dit pas. Mais elles existent quand même. Résumé, syllogisme, déduction logique et irréfutable, sophisme, déduction illogique et irréfutable, sophantime, déduction illogique et réfutable, antimème, déduction logique et réfutable. Les deux premières formes sont ce qu'on appelle des formes parfaites. Elles sont quasiment impossibles à utiliser. C'est très rare d'avoir une prémisse irréfutable. Même 1 plus 1 égale 2, ce n'est pas vrai dans tous les plans mathématiques. Donc, on abandonne les prémices irréfutables. On passe sur les prémices réfutables, c'est-à-dire celles qui doivent être acceptées par notre public. Mais on garde la logique, sinon on fait simplement du hors-sujet. Forme imparfaite, la seule que l'on utilise, c'est donc l'antimème. Terme très important, c'est le raisonnement de tous les arguments que vous entendez. Presque tous. La semaine dernière, nous avions vu la version simplifiée, croyance, fait, preuve, conclusion. Eh bien, fondamentalement, c'est la même chose. Faire ce qu'on veut, c'est être libre, c'est une croyance, c'est une règle. César fait ce qu'il veut, c'est un fait. Donc César est libre, c'est la thèse, c'est la conclusion, c'est ce qu'on veut faire admettre. La seule différence avec un bon argument, c'est qu'on prouve. C'est que puisque chaque partie est réfutable en tant que telle, il faut convaincre et persuader notre public que la règle est vraie, que le fait existe, que le fait est motivé. Donc, entre ces 3 étapes, on met d'autres étapes. Faire ce qu'on veut, c'est être libre, car X théorisait que de la pensée découle toute chose. Et effectivement, César fait ce qu'il veut. Lisez les livres d'histoire, regardez le commentaire de la guerre des Gaules, regardez comme sa volonté s'impose. Et à chaque fois qu'elle existe, au simple fait qu'il puisse penser, naît une action. Personne n'a jamais interdit César.
Et lorsque certaines personnes ont cru l'interdire, qu'a-t-il fait? Il a désobéi. Donc César est libre. C'est un argument. La première preuve, la preuve de la croyance, une preuve d'éthos. On fait un argument d'autorité, entre guillemets. On appelle à l'autorité de X, on pourrait dire n'importe quel grand auteur. Puisque X théorisait ceci, eh bien c'est juste. César fait ce qu'il veut, livre d'histoire, acte notarié, autobiographie, preuve extra-rhétorique. Ah ben regardez, on lui a imposé une amende et il a désobéi. C'est une preuve tangible, elle n'a pas besoin du discours pour naître. C'était la déduction. C'est le gros morceau, c'est le raisonnement le plus difficile, c'est le plus fort. On a vu en gros les sous-bassements, les fondements de ce qu'on a vu la semaine dernière, croyance, fait, conclusion. Maintenant, on peut passer aux autres types de raisonnement. L'induction, c'est le raisonnement inverse. Opération logique qui consiste à tirer une loi générale, une croyance, à partir de séries de faits. Alors c'est beaucoup plus simple. On a vu que la déduction, c'était l'inverse. Croyance, puis fait. L'induction, c'est fait, avec un S, puis croyance. On retourne au frigo. Ceci est un frigo. Ceci est un frigo à nouveau magnifiquement dessiné, frigo ouvert, frigo qui contient des choses. Si le yaourt est périmé, et que le coca est périmé, et que le lait, les œufs, le taboulé sont périmés, logiquement, vous vous dites, tout est périmé dans ce putain de frigo. Qui a laissé toute cette nourriture sans la manger? Ça ne veut pas dire que factuellement tout est périmé. On pourrait trouver un article qui dure bien plus longtemps, du chocolat par exemple, si vous êtes des psychopathes qui mettaient du chocolat dans les frigos. Mais pour autant, la conclusion logique, raisonnable, naturelle, c'est que tout dans ce frigo est périmé. Deuxième exemple, si je me brûle une fois, si je me brûle 2 fois, si je me brûle 3 fois, les flammes brûlent de manière générale. À chaque fois que je toucherai une flamme, je me brûlerai. C'est la même chose, on reprend nos petits carrés rouges, et ici, on en fait un grand carré jaune. 4 familles d'induction. Alors, les distinctions sont moins précises, moins intéressantes, moins, recherchées que la déduction. La déduction, c'est vraiment le raisonnement logique pur et dur. Une conclusion d'une déduction, c'est juste peu importe. Si les prémices sont justes et que l'ordre logique est respecté, la conclusion est nécessairement juste. On ne peut pas la réfuter. C'est scientifique. C'est comme ça qu'on envoie des fusées sur la Lune. L'induction, c'est probable. C'est plus probable. Alors, il y a des formes d'induction qui sont scientifiques. Des formes d'induction qui n'en sont pas. On va commencer par voir les formes d'induction exhaustives, c'est-à-dire celles qui sont scientifiques. Si Mercure tourne autour du Soleil, Vénus tourne autour du Soleil, la Terre tourne autour du Soleil, Mars tourne autour du Soleil, je ne sais plus quelle planète tourne autour du Soleil, Saturne, Uranus, et c'était Jupiter, et je ne sais plus laquelle non plus, tourne autour du Soleil. Il y en a 8, donc il y a 8 planètes qui tournent autour du Soleil. C'est une induction scientifique. Vous le devinez, c'est extrêmement rare qu'on ait ce qu'on appelle un catalogue fermé, c'est-à-dire précisément un certain nombre de choses qu'on peut identifier une par une. Mais, en l'occurrence, 8 planètes tournent autour du Soleil, donc le système solaire compte 8 planètes. L'énumération exhaustive, c'est la même chose que le catalogue fermé, sauf que ici, ce n'est pas il y a 8 planètes tout le temps, c'est il y a 8 planètes maintenant. Donc, sont présents Julie, Mathieu, Ferdinand, Hippolyte, Nutella, Jambon, Patrice et Lamine Yamal. Donc, la classe est au complet. Il y a 3 personnes ici. Les 3 personnes sont présentes. Je peux commencer le cours. Demain, il y aura peut-être 5 personnes. Ce n'est que lorsque ces 5 personnes de demain seront présentes que je pourrai commencer le cours. C'est la même chose. C'est un nombre de personnes, de faits identifiables, sauf que le catalogue fermé, c'est tout le temps 8 planètes. Il y a tout le temps 8 planètes.
À moins qu'il y ait un cataclysme demain et que Vénus explose, c'est très rare qu'il y ait 7 planètes. Pour une classe, aujourd'hui il y en a 20, demain il y en a 12, demain il y en a 5. L'induction exhaustive unique, c'est la 3e famille, c'est la même chose, mais il y a une seule personne. Le comité est composé de Paul. Paul approuve la réforme est approuvée. Induction scientifique, beaucoup moins utile. Voilà, soyons honnêtes, induction unique, exhaustive, c'est difficile à utiliser. Maintenant, rentrons dans les inductions non exhaustives, celles qui peuvent convaincre et persuader, celles qui sont intéressantes. La première, c'est l'accumulation. Ce médicament a fonctionné sur le patient 1, le patient 2, le patient 3, donc ce médicament fonctionne. Ce n'est pas exhaustif. Il faudrait le tester sur l'entièreté de la population mondiale pour que ce soit exhaustif, pour qu'on puisse être sûr à 100% que le médicament fonctionne. Et pourtant, si je vous dis ça, vous vous dites, ça fonctionne. Au pire des cas, on pourrait dire, ce médicament a fonctionné sur au moins 3 personnes. Ça c'est prouvé, c'est fait, c'est scientifique. Mais ce médicament fonctionne tout le temps sur tout le monde, c'est probable. Ce médicament a fonctionné sur 99,999% des cas. C'est prouvé, admettons. On se dit que ce médicament fonctionnera sur moi, ça paraît probable, ça paraît logique. Si ça réussit pour tout le monde, ça devrait réussir. Si vous révisez, vous réussirez vos notes. Elle a révisé, elle a eu 6 au bac. Il a révisé, il a eu 6 à sa matu. Elle a révisé, elle a eu 5,5. Donc, si vous révisez, vous pouvez avoir de bonnes notes. C'est probable. Ça semble logique. Si tu commences à vomir pendant l'examen, tu peux avoir révisé autant que tu veux, tu n'auras pas une bonne note. Mais dans la majorité des cas, réviser apporte une bonne note. L'accumulation prouve-t-elle réellement? Pas vraiment. Si je dis j'ai vu 1 signe blanc, 2 signes blancs, 3 signes blancs, 1 milliard de signes blancs, il suffit qu'il y ait un signe noir pour que je ne puisse pas dire tous les signes sont blancs. Donc c'est que probable, c'est que vraisemblable et c'est que comme ça qu'on l'utilise. Ce n'est pas scientifique en tant que tel. C'est une base scientifique, une base raisonnable, mais c'est plutôt de la conviction et de la persuasion. Le paradigme, c'est la même chose, mais il y a un seul cas. Ce n'est pas ce médicament a fonctionné sur 1000 patients, donc il réussira sur le 1001e. Ça a réussi sur une personne, un fait, une situation qui est tellement importante qu'elle englobe les autres. Le Titanic a coulé, plus gros bateau qui ait jamais été créé, plus gros paquebot de croisière. Il était censé quand même résister aux icebergs, mais si le Titanic a coulé, aucun navire n'est invincible. Ici, un seul fait à force de cas, à force de règles. C'est typiquement les histoires de héros, de champions, de sportifs. Mbappé a mis un triplé en finale de Coupe du Monde, donc c'est possible de mettre un triplé en finale de Coupe du Monde. C'est toujours probable, parce qu'il peut y avoir un bateau plus grand, plus important que le Titanic. Il peut y avoir un bateau qui est fait pour ne pas couler. Par exemple, un bateau qui ne bouge pas, ou un brise-glace. Et pourtant, si je vous dis que le Titanic a coulé, vous vous dites « Ah, c'est vrai qu'il n'y a aucun navire qui est invincible ». Ulysse est rentré chez lui, donc on trouvera tous le chemin chez nous. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Ouais? T'as aimé? Ouais. Moi aussi. L'analogie, c'est la même chose que le paradigme, mais ça se voit qu'on est en train de sombrer dans notre argumentation et on commence à se prendre pour un philosophe. Ça, c'est ce que j'adore faire. Comme l'enfant a besoin de l'école pour grandir, l'homme a besoin de philosophie pour s'élever. On n'a rien prouvé, il n'y a aucun rapport, et pourtant ça fonctionne. Parce qu'on fait une comparaison, une analogie. On dit, il y a telle chose qui apporte tel résultat, et bien logiquement, en titre de comparaison, cette autre chose pourrait avoir ce même résultat, par un mouvement analogue, analogie. Très intuitif, très intéressant. C'est à nouveau non exhaustif et unique. L'unique, c'est parce qu'en tant que tel, ça emporte une conclusion. Mais on peut multiplier les uniques.
Ce n'est pas pour autant que pour faire une analogie, il faut plusieurs phrases. On peut mettre plusieurs analogies de suite. Comme l'enfant a besoin de l'école pour grandir, le robuste chêne de l'eau pour pousser, le cheval amical du grain pour courir, l'homme a besoin de philosophie pour s'élever. Dans l'accumulation, on a un rapport avec ce qu'on veut prouver, mais on en donne plusieurs. Dans le paradigme, on a un rapport avec ce qu'on veut prouver, mais on en donne un seul. Dans l'analogie, on n'a aucun rapport avec ce qu'on veut prouver, mais on en donne un seul aussi. C'est vraiment le cas le plus difficile. Ça peut apporter un souffle, une respiration. Et donc, ce n'est pas de la logique, mais c'est du logos. C'est typiquement ça la différence. Là, on ne prouve rien, ce n'est pas mathématique. Et pourtant, si dans une énorme leçon de maths, à un moment donné, je vous explique que l'enfant a besoin de l'école pour grandir comme l'homme a besoin de philosophie pour s'élever, vous allez vous dire « Ah, c'est logique. Ah tiens, c'est raisonnable. » Évidemment, on ne va pas envoyer des fusées sur la Lune avec seulement ça. Mais quand il faut convaincre les masses, convaincre les autres, persuader les gens, quand la décision dépend non pas seulement d'un calcul mathématique, mais de la communication de ce calcul, une analogie, c'est extrêmement intéressant. Voici donc les formes parfaites, catalogue fermé, énumération exhaustive, induction exhaustive unique. Si vous arrivez à les utiliser, bravo. Les formes imparfaites seront l'accumulation, le paradigme et l'analogie. Quid des témoignages? Les médecins disent que fumer nuit. Les sportifs disent que fumer nuit. Mes parents disent que fumer nuit. Donc, fumer nuit à la santé. C'est une accumulation. Donc, chaque fait est une preuve d'éthos. Ce n'est pas parce que 99% de la population dit quelque chose que c'est vrai. Et pourtant, c'est probable. Mais si les craquettes de plein palais disent que la Terre est plate, que mon voisin dit que la Terre est plate et que Hermoust de Châtillon-le-Beau dit que la Terre est plate, ce n'est pas pour autant que la Terre est plate. Le premier cas étant un témoignage de personnes sans éthos. Les craquettes de plein palais disent que la Terre est plate. Ce n'est pas parce qu'ils sont craquettes qu'ils ont forcément tort. Et pourtant, on ne va pas leur donner de considération. Mon voisin dit que la Terre est plate. À nouveau, perte d'éthos parce que c'est subjectif. Mon voisin pourrait être scientifique extrêmement intelligent, et pourtant, c'est mon voisin, donc sa subjectivité que j'ai par rapport à lui ne va pas porter. Son cas n'est pas objectifiable. Hermoust de Châtillon, personne ne connaît cet auteur, c'est normal, je l'ai inventé, donc à nouveau, aucune force argumentative, conviction et persuasion. On en revient à ce qu'on a fait la semaine dernière. Fondamentalement, les médecins disent que fumer nuit, c'est un fait, les sportifs, mes parents, etc., ce sont des faits. Pour que ça porte, pour que ce soit de bons arguments, on va apporter les preuves extra-rhétoriques et intra-rhétoriques. Et lorsque ce sont les médecins, les sportifs, mes parents, on a une forme de confusion logique entre le fait et la preuve, c'est-à-dire que le fait se prouve de lui-même. Mais en gros, fait, preuve, fait, preuve, fait, preuve. Et la conclusion, c'est la croyance. Même croyance que nous utilisions dans la déduction. Vous commencez à voir le schéma général. Socrate est mortel, Platon est mortel, Aristote est mortel. Ils sont tous des hommes. Donc, tous les hommes sont mortels. Télémaque est un homme, donc Télémaque est mortel. Un argument, deux raisonnements. Plutôt que de partir d'une prémisse probable, d'une prémisse, d'une croyance, d'une règle acceptée, nous la créons à l'aide d'une induction. J'accumule 150 cas, j'en tire une règle générale. Dans cette règle générale se trouve un fait qui confirme ma thèse, ma conclusion. J'ai formé des étudiants, j'ai formé des professionnels, j'ai formé des enfants, je sais donc former. Vous voulez être formé, je peux donc vous former. Induction par accumulation, puis antimème. Alors ici, c'est un syllogisme parce que l'exemple est très simple, mais antimème quand même. En résumé, je prends un fait, je le prouve. Intra-rhétorique, extra-rhétorique. Je prends un autre fait, je le prouve. Intra-rhétorique ou extra-rhétorique. Je prends un troisième fait, extra-rhétorique, intra-rhétorique.
J'en tire une croyance, une règle générale, quelque chose qui lie ces trois faits. Et puis après, si je veux faire un antimème avec, je trouve un fait qui rentre dans cette croyance, qui confirme ma thèse. C'était l'induction. On pourrait remplacer conclusion de l'induction par croyance. Et logiquement, on mettra les inductions avant nos déductions, mais pas obligatoirement. Passons au questionnement itératif. C'est une forme de raisonnement qui est beaucoup moins logique. Voilà, on a fait le gros du travail avec la déduction. La déduction, c'était vraiment le travail presque scientifique. L'induction, c'est la thèse probabiliste. Le questionnement itératif, c'est le raisonnement, la démarche du chercheur. C'est un nom complexe, donc on va changer de nom juste après, mais il faut quand même que vous sachiez que c'est un questionnement, une série de questions, itératif, donc répété. Une itération, c'est une répétition, dans le but de raffiner progressivement ce qu'on veut apporter. Ça a un autre nom, ça s'appelle la chaîne des pourquoi.